Et même si tout à l'heure, pour débuter, Karim Poche a plaisanté en disant que le yoga du souffle, en fait, on le pratiquait même en dormant, que même les chiens et les chats pratiquaient ce yoga du souffle, puisque tous nous respirions. En fait, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de un petit peu un peu futile, qui n'a pas beaucoup d'importance, et que c'est une chose que l'on peut négliger parce que ça c'est pas une pratique de grande envergure. En fait, ce yoga du souffle va servir de base à toutes les pratiques postérieures, à toutes les réalisations postérieures, et il est ce qui va permettre d'amener l'esprit peu à peu à des pratiques beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus ardues. Et notamment, il servira de base à la pratique du calme mental. Donc, développer cet entraînement au yoga du souffle, s'entraîner au yoga du souffle, pratiquer ce yoga du souffle, et n'est pas quelque chose à négliger, c'est quelque chose d'extrêmement important qui sert de base à des pratiques ultérieures beaucoup plus, disons, beaucoup plus ardues. Si l'on désire réaliser la compréhension de la vacuité, si l'on désire développer en soi l'esprit d'éveil, développer en soi le calme mental, la vue pénétrante, donc développer et réaliser toutes ces réalisations supérieures, eh bien, il est dit qu'il est nécessaire de réunir deux points, disons deux conditions importantes. La première condition, c'est d'être dans un endroit qui ne soit pas agité, qui ne soit pas comme une gare où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'agitation. Dans un endroit agité où il y a trop de personnes, il y a trop de bruit, il y a trop d'agitation. Ça, c'est une première condition, disons, au niveau matériel, au niveau physique, que l'on se trouve dans un lieu isolé, calme et retiré. Et la deuxième condition, c'est que l'esprit soit est éliminé la dispersion et l'agitation.
나도 하던 뭐 나도 하던 뭐지 Non, 근데 나도 좀 뭐 있는 가르쳐요 그러면 야는 이 쇼에 대해서 야는 이 쇼에 컨트롤이 안 되죠 non. 아 근데 느껴요 제가 팀나도 팀을 해야 돼 팀은 되게 뭐냐 수수 가리 상황에 다 맞서 내가 되게 뭐 내가 지 근데 지금 아니 나 고만하는 얘기는 Cette deuxième condition qui concerne la qualité de l'esprit, où on demande que l'esprit est éliminé toute agitation. Cela désigne plus particulièrement le fait que l'esprit soit libre de toutes ces pensées que l'on se remémore sans cesse. Le fait que l'on soit tout le temps en train de se remémorer des choses, l'esprit est toujours en train de penser à quelque chose, de se souvenir de quelque chose, va faire que vont apparaître en nous soit l'attachement, soit l'aversion ou la colère. Dans la mesure où l'on commence à se souvenir, à penser à un objet, eh bien cela va susciter en nous soit l'attachement, soit la colère. Et cette perpétuelle agitation de l'esprit qui est tout le temps en train de se remémorer tel objet, telle circonstance, telle personne, et qui est tout le temps en train de, comme ça, de se remémorer de choses, cela a pour conséquence le développement en nous de l'attachement et de la colère ou de l'aversion. Essentiellement, c'est ces deux états d'esprit qui vont se développer en nous, et cela empêchera le développement et la réalisation, par exemple, de la compréhension de la vacuité, du calme mental, etc. Donc ça va causer des torts à notre pratique, à l'obtention des réalisations que l'on désire avoir. Et justement, ce yoga du souffle, c'est la méthode qui permet de réduire déjà de façon très, très importante ces distractions, ces dispersions de l'esprit, de faire en sorte que l'esprit ne parte plus comme ça dans tous les sens, et de limiter cette agitation de l'esprit. Et donc le yoga du souffle permet de calmer cette agitation et contribue donc à l'obtention de l'une de ces conditions nécessaires, le fait que l'esprit soit libre d'une grande agitation. Quant à la première condition, le fait de se trouver dans un lieu retiré et calme, c'est pas difficile, il suffit d'aller dans un lieu retiré et calme. La deuxième condition est plus difficile, il s'agit de réduire au maximum, d'éliminer l'agitation de l'esprit, et pour arriver à cela, la pratique du yoga du souffle est une bonne méthode, et la méthode qui permet d'arriver à cela. Non. On pourrait se demander pourquoi est-ce que l'on a fixé ces deux conditions pour que l'on puisse véritablement arriver à la réalisation, par exemple, de la compréhension de la vacuité, du calme mental, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut ces deux conditions, le fait de se trouver dans un lieu calme et retiré, et le fait que l'esprit soit libre de l'agitation? Alors, ces deux conditions sont absolument nécessaires si l'on veut arriver à réaliser le but que l'on s'est fixé, donc à obtenir ces réalisations supérieures,
Parce que si elles ne sont pas remplies, si on n'arrive pas à être dans un endroit calme et retiré et avoir éliminé en soi l'agitation, eh bien toutes sortes de facteurs mentaux perturbateurs vont apparaître en nous, toutes sortes de perturbations mentales comme l'attachement, l'aversion, la colère, toutes sortes de perturbations mentales vont apparaître et vont empêcher notre pratique. Oui. En ce qui... en ce qui concerne les perturbations mentales, ces facteurs mentaux perturbateurs, Karen Rinpoche avait commencé ce cycle d'enseignement en parlant des 6 prises de conscience que l'on devait avoir lorsque l'on écoutait un enseignement. Et les premières de ces prises de conscience étaient de réaliser, enfin de penser que celui qui donnait les enseignements, le maître, était semblable à un médecin. Et que l'enseignement qu'il donnait était semblable à un médicament. Et ce médecin agissait avec ces médicaments sur quoi? En fait, sur la maladie des perturbations mentales, sur la maladie des facteurs mentaux perturbateurs. Et pour un bouddhiste, pour celui qui s'engage dans la voie de l'enseignement du Bouddha, l'ennemi, enfin, ce que l'on cherche à éliminer, celui que l'on cherche à abattre, l'ennemi, eh bien ce sont les facteurs mentaux perturbateurs. C'est eux que l'on va chercher à éliminer de façon radicale. Et pour il y a donc différentes méthodes qui vont être utilisées pour arriver à éliminer ces facteurs mentaux perturbateurs qui sont considérés comme les ennemis, ceux qui nous causent le plus grand tort. Et c'est ce médicament, donc l'enseignement dispensé par le maître qui est considéré comme un médecin, qui va permettre d'éliminer ces facteurs mentaux perturbateurs. Il y a bien sûr des personnes qui ne considèrent pas les facteurs mentaux perturbateurs, ces perturbations mentales, comme l'attachement, la colère, etc., comme des ennemis, mais plutôt comme des amis, et qui cherchent plutôt à développer en elles cet attachement, ce désir, cette colère, cette aversion, etc. Par exemple, lorsque une guerre éclate, les soldats développent plutôt en eux l'aversion, ce sentiment d'aversion vis-à-vis de l'ennemi. Ils vont s'entraîner à développer ce sentiment d'aversion pour aller au combat.
Contraire. Contraire. Et ceux qui en fait pratiquent de la sorte, c'est-à-dire qui considèrent comme des amis ces perturbations mentales, ces facteurs mentaux perturbateurs, qui cherchent à développer en eux cet attachement, ce désir, cette colère, etc., eh bien ce sont des êtres, enfin des personnes qui ont une pratique qui est totalement opposée à celle des bouddhistes, c'est-à-dire que leur pratique est totalement contraire, totalement opposée à celle de quelqu'un qui est entré dans, enfin qui pratique l'enseignement du Bouddha. Là. Là. Mambe Shisha Kenki Lama Yena Yang, Namu Ban Joyaki, Namu de Nibu, Matin to Kenki, Dujula Namu Ma Tato Kenki, Woman to the Namu Ma Chong to Kenki. No. Yenichi, Shisha Kenki Kuada Mato to the Dujula Namu Ya Piak, Kenki Tindi Lama Dina, Non. Et également, lorsque l'on suit un maître, eh bien, il faut que ce maître, pour que ce soit véritablement un bon maître, il faut que ce maître soit quelqu'un qui, par l'enseignement duquel, non, il faut que ce soit un maître qui fasse que nos perturbations mentales aillent en diminuant, c'est-à-dire qu'il fasse diminuer de plus en plus les perturbations, les facteurs mentaux perturbateurs qui sont en nous. Si ce maître, au contraire, développe en nous cet attachement, cette colère, ces facteurs perturbateurs mentaux, ces facteurs mentaux perturbateurs, eh bien ce n'est pas un bon maître. Un bon maître est celui qui fait diminuer ces perturbations mentales chez ses disciples. Alors, pour comprendre cela, il n'y a pas besoin de faire de procéder à de grands raisonnements, de réfléchir beaucoup. Il suffit de reprendre, c'est assez évident, il suffit de reprendre disons les prises de conscience, les 6 prises de conscience qui ont donc été exposées par Karinpoche lors des premiers enseignements. Le maître est celui qui est le médecin, ce qui l'enseigne est le médicament, celui qui écoute est le malade, et la maladie que l'on soigne, c'est la maladie des facteurs mentaux perturbateurs. Or, pour que le médecin soit bon, il faut que le médicament qu'il donne élimine la maladie, ou du moins la fasse diminuer. Et donc, pour que le maître soit bon, il faut que le médicament qu'il donne, l'enseignement qu'il donne, fasse diminuer chez le disciple la maladie, c'est-à-dire fasse diminuer chez le disciple les facteurs mentaux perturbateurs. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que le médecin est mauvais, c'est-à-dire que son médicament n'est pas efficace, c'est-à-dire que le maître ne donne pas des enseignements
permettant de réduire la maladie, mais au contraire, ces médicaments font augmenter la maladie. Alors certaines personnes pourront penser que pourquoi dire que les facteurs mentaux perturbateurs, les perturbations mentales sont nos ennemis. Certaines personnes pourraient penser que finalement ce ne sont pas des choses négatives, qu'elles ne nous font pas de tort, qu'elles ne nous causent pas de dommages, et qu'il n'y a pas lieu de les considérer de façon aussi négative et de chercher à les éliminer. Alors penser ainsi est le résultat, disons, d'une méconnaissance du fait que l'on n'a pas bien analysé la situation. Si l'on regarde bien, chaque fois qu'apparaît l'attachement, un désir très fort, ou bien la colère, ou bien l'aversion, tout type de perturbation mentale, eh bien cela est toujours accompagné de façon automatique par un malaise, un malaise par le fait qu'on est dans une situation de malaise et de difficulté. On ne se sent pas bien. Non. En ce qui concerne la colère, c'est quelque chose que l'on peut comprendre assez rapidement, que le fait de se mettre en colère n'apporte pas le bien-être. Et on aura du mal à trouver quelqu'un qui lorsqu'on le rencontre, dise « Ah ben aujourd'hui, ça m'a fait aujourd'hui, je me suis mis bien en colère, qu'est-ce que j'ai été bien, qu'est-ce que je suis heureux ». En général, les gens ne se sentent pas heureux, ne sentent pas un bien-être parce qu'ils se sont mis en colère. C'est plutôt un malaise, une peine qui apparaît en eux à la suite de cette colère et durant la colère. Mais il est beaucoup moins évident, beaucoup plus difficile de comprendre le tort que peut nous causer un attachement excessif, un désir excessif. Lorsque l'attachement se produit, il donne en premier lieu, permet en premier lieu l'apparition d'un sentiment que l'on considère comme un bien-être. On a l'impression qu'on est bien, qu'on est heureux, et on a un sentiment de bien-être qui va se développer dans les premiers moments où naît l'attachement. Mais ce n'est qu'après que va apparaître de façon beaucoup plus visible le tort que va nous causer l'attachement. C'est-à-dire que plus le temps va passer, et plus cet attachement va nous causer des peines, des souffrances, et va dégénérer en souffrance. Non. Pour illustrer cela, la colère nous fait du tort, nous cause une souffrance de la même façon
un coup de revolver ou un coup de couteau. C'est quelque chose que l'on sent tout de suite, qui fait mal tout de suite. Oui, la colère, c'est comme une personne qui arrive avec un couteau ou avec un revolver. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite qu'elle va nous faire du mal et elle nous fait du mal tout de suite. Elle donne le coup de revolver ou elle donne le coup de couteau. Mais ça se voit tout de suite, on voit tout de suite qu'elle va nous faire du mal et elle nous fait du mal. L'attachement, c'est comme, c'est la même personne qui a également l'intention de nous causer du tort, de nous tuer, de nous voler ou de nous blesser, mais qui arrive en cachant ses armes avec un pot de fleurs à la main ou un paquet de bonbons, un paquet de biscuits, un gros paquet de gâteaux, et puis qui arrive avec un air extrêmement aimable, mais avec des intentions extrêmement malveillantes, et qui, sous un abord extrêmement amical, en fait, a des intentions très malveillantes, et elle arrivera à ses fins. Mais du premier abord, on a du mal à voir qu'effectivement, elle va nous faire du mal. Eh bien, l'attachement est semblable à cette personne qui cache ses mauvaises intentions, le tort qu'elle va nous causer derrière une apparence amicale. Alors il est donc important de savoir reconnaître ses ennemis et de réaliser quels sont nos ennemis. Il y a donc cette colère qui va arriver et que l'on va reconnaître tout de suite comme étant notre ennemi parce que on va voir tout de suite qu'elle veut nous faire du mal et qu'elle nous fait du mal. Et puis il y a cet attachement qui va arriver de façon à droite et déguisée et qui va se cacher derrière une apparence de bonheur, mais en fait qui ne donnera en fait, qui ne nous causera en fait que souffrance et peine. Et lorsque l'on réfléchit bien, quel est le pire, enfin quel est le mot le pire parmi ces deux, est-ce que c'est cette colère qui se montre en tant qu'ennemi et qui nous fait du tort, ou bien est-ce que c'est cet attachement qui dissimule le tort qu'il va nous causer, mais qui nous cause malgré tout du tort. Mais lorsqu'on y réfléchit, c'est l'attachement, parce qu'il va nous tromper. Cet attachement va nous tromper. Non seulement il nous cause du tort, mais en plus il nous trompe sur sa vraie nature. Alors que bon, la colère, elle nous cause du tort, mais au moins quand on la voit, on sait qu'elle va nous causer du tort. Elle ne cherche pas à dissimuler, à nous tromper, alors que l'attachement va nous tromper. Voilà. C'est pourquoi dans le bouddhisme, on dit que les facteurs mentaux perturbateurs sont nos ennemis. Donc, on va arrêter là pour ce soir.